j'invite les intervenants à nous rejoindre. Marie-Claire Dihouron, qui est la maire de Saint-Brieuc et présidente de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Gaëtan Turing, qui est le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Bruno Gastine, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Installez-vous, madame, messieurs. Amandine Billy, qui est manager de centre-ville à Blois. Gilles Gall, le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie. Et Patrick Vignal, qui est député de l'Hérault et président de Centre-ville en mouvement. Voilà, mesdames, messieurs, prenez place. Et donc, nous allons évoquer avec vous les outils de revitalisation du commerce de centre-ville à partir de vos initiatives, à partir aussi donc, de toutes ces composantes qu'on a déjà évoquées ce matin, qu'il s'agisse des nouveaux services, qu'il s'agisse de l'action sur le foncier et du rôle des différents acteurs qui portent ces politiques commerciales territoriales. On va commencer avec vous, Marie-Claire Dihouron. Je rappelle, vous êtes maire de Saint-Brieuc. Alors déjà, quand vous étiez adjointe au maire, vous portiez ces politiques, puisque vous étiez adjointe au développement, à l'urbanisme, habitat et rénovation urbaine, et vous-même, vous étiez sur ce centre-ville comme pharmacienne d'officine, donc connaissance du terrain. Oui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, avec un vrai souci sur Saint-Brieuc, qui est celui de la vacance commerciale, que partagent beaucoup de vos collègues, et puis un projet sur ce territoire, alors un projet sur l'urbanisme général de votre ville, qui est bien particulière, reconquête du littoral, de la façade littorale, et puis beaucoup d'espaces verts aussi, et organiser des mobilités. On a beaucoup parlé d'ailleurs ce matin déjà des mobilités, de l'importance de penser les flux. Mais également une action, et Madame la Ministre l'évoquait, sur le foncier avec un partenariat avec l'équité agricole assez original. Oui, je vais y revenir, mais avant, si vous voulez bien, je vais revenir sur ce qui a été dit ce matin. Je ne sais plus qui l'a dit, mais en tous les cas, ça a été dit. Je crois que c'est vous, Madame Clézieux, par rapport aux villes moyennes. C'est vrai que le terme ville moyenne ne me convient pas forcément. Je ne sais pas qui a envie d'être moyen. En fait, à Saint-Brieuc, on n'a pas envie d'être moyen parce que je crois que on a quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Donc je redis ce qui a été dit ce matin, mais pour moi c'est important. Certainement des villes d'équilibre en tout cas pour le territoire. Tout à fait. Ça montre notre volonté aussi de voir devant et c'est vrai qu'on souffre, c'est vrai, je vais y revenir tout à l'heure, mais on a la volonté en nous et ce que je voulais dire aussi, c'est que on porte en nous les clés de l'avenir. Ça me paraît extrêmement important et ça l'a été dit ce matin, je crois, par le Premier ministre et par le ministre de la Cohésion des Territoires. Effectivement, les clés de l'avenir sont en nous-mêmes et c'est extrêmement important. On a notre devoir, en fait, notre destin entre les mains. Après, quand on parle de commercialité, on parle... on ne voit qu'une partie en fait de nos préoccupations parce que c'est la partie émergente de l'iceberg, je dirais. Effectivement, c'est un tout. Le commerce ne se décrète pas. Il faut l'organiser, il faut l'accompagner. Et c'est là ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas sur Saint-Brieuc. Il faut parler de qualité de vie. C'est vrai que pour qu'il y ait du commerce en centre-ville, il faut que les conditions soient là. Vous l'avez dit, je ne vais pas revenir, les temps ont changé, ça a été dit par le Premier ministre aussi ce matin, on ne va pas y revenir, mais en tous les cas, les conditions aujourd'hui font qu'on doit redessiner nos centres-villes et on doit avoir une qualité de vie dans les villes. Donc nous travaillons sur la restructuration sur 2 axes, nord, sud, est, ouest, avec un regard vers la mer, vous l'avez dit, et c'est extrêmement important. Et une particularité, vous avez 3 vallées à Saint-Brieuc et donc de grands espaces verts. Alors on a l'avantage d'avoir 3 vallées. Ça a été considéré à une période, pendant longtemps, même comme des choses très handicapantes pour la ville. Et en fait, oui, ça l'est. Mais il suffit de revoir un regard un peu différent pour en faire des particularités et certainement des atouts. En tous les cas, ça fait partie aujourd'hui de ce que nous menons pour faire une promenade briochine différente, une promenade briochine réinventée. Quand on parle, tout à l'heure je vous parlais sur les 2 axes nord-sud et est-ouest, c'est aussi de la mobilité, vous en avez parlé. La mobilité, c'est important, le transport en commun. Ça, on est sur la restructuration, il faut donner des conditions de mobilité.
je pourrais vous en parler longtemps, mais je ne vais pas le faire. Pour permettre aux habitants et puis à ceux qui viennent sur votre territoire d'aller sur ce centre-ville, de pouvoir y circuler et pouvoir aussi se l'approprier, ce centre-ville. Et alors, il y a cette histoire de foncier, de patrimoine qui naît d'une crise. C'était le Crédit Agricole, le propriétaire foncier, qui se retrouve avec des commerces vides. Et là, il y a un montage particulier que vous mettez en œuvre. Voilà, effectivement, il y a une dizaine d'années, lors de la crise, le Crédit Agricole, puisqu'il s'agit de lui, a eu pas mal. Il y a eu un promoteur qui a malheureusement pas pu continuer, et donc le Crédit Agricole s'est retrouvé avec des boutiques vides dans le centre-ville. Et grâce à un partenariat avec le Crédit Agricole, nous avons eu l'idée de monter des boutiques starter. Et ça marche bien, en fait. L'idée, elle est de faire en sorte que des porteurs de projets un peu différents de ce qui existe, notamment dans les zones d'extérieur, avec des projets un peu qualitatifs, des projets d'artisanat, des projets de métiers de bouche, des projets assez simples, mais en tous les cas qui ont avec une volonté de vivre dans des centres-villes. Et donc avec des loyers différents, nettement inférieurs au prix du marché, sur des contrats courts, 6 mois, et renouvelable 3 fois, pouvant aller jusqu'à 2 ans. Starter, ça veut dire leur donner les moyens de démarrer. C'est exactement ça, leur donner les moyens de démarrer. Qui sont de 6 mois, renouvelables 3 fois. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et ça marche, apparemment. Ça marche, oui, ça marche. Donc les porteurs de projets, il y a des jurys, et avec des collègues qui sont à côté de moi, de la CCI d'ailleurs, des Côtes d'Armor, l'association des commerçants, les élus participent à ce jury pour choisir les projets, parce qu'on souhaite aussi avoir notre mot à dire sur les commerces. Et c'est vrai qu'il a fallu ce partenariat fort avec le Crédit Agricole, qui a une volonté... il s'agit d'hommes aussi, là. Il s'agit de volonté humaine, d'un porteur de projet qui nous dit, voilà, ça serait bien qu'on fasse ça. Et donc, on l'a fait ensemble avec lui. Et aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de boutiques et qui tournent. Du coup, une fois qu'ils ont trouvé leur modèle économique, qu'ils sont viables, qu'ils savent comment faire, ils vont dans des boutiques normales. C'est ça, c'est que après, ce partenariat public-privé avec le Crédit Agricole, il va se poursuivre au-delà de cette crise et de ce patrimoine qu'il fallait sauver. Tout à fait. Et c'est des partenariats comme ça qu'il faut développer, un peu particuliers, mais qui fonctionnent. Il faut la volonté des uns et des autres, et des partenariats publics-privés. Il faut accompagner ces projets-là. C'est vrai qu'on a besoin, moi je crois beaucoup dans le projet Cœur de Ville, à l'accompagnement des services. On doit accompagner. C'est ça, le permettre. Donc il faut de l'agilité, il faut de la réactivité. Il faut permettre aux porteurs de projets de pouvoir les monter facilement, d'être facilitateurs en fait. Alors, que ce soit nous, les collectivités, que ce soit l'État, avec des financements, des montages, je ne sais quoi. En tous les cas, il faut accompagner ces porteurs de projets pour faire revivre les centres-villes. Ça me paraît évident. Accompagnement et agilité. Et vous disiez aussi, il faut que les élus aient leur mot à dire sur le choix des commerces, sur l'équilibre aussi qu'ils souhaitent sur leur centre-ville. On y viendra dans le débat, dans les échanges, mais on va continuer le tour des tables, et on va le faire avec Gontran Thuring. Alors, vous êtes le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Quand on pense centre commercial, il y a un certain nombre de stéréotypes parfois. Souvent, on les voit en périphérie avec des grands parkings, où on les voit comme des citadelles dans le centre-ville. Et vous voudriez, je crois, quand on échangeait au téléphone pour préparer le débat, démentir un peu les stéréotypes. C'est vrai que notre présence peut paraître un peu incongrue dans ce cénacle. Il y a un préjugé, comme vous le disiez, assez ténace, qui veut que les centres commerciaux soient uniquement implantés en périphérie. Sur les 800 centres commerciaux qu'on inventorie en France, il y en a environ 20% qui sont dans les centres-villes. Et lorsqu'ils sont implantés dans les centres-villes, ce sont des véritables locomotives, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'en général, ils ont un effet d'entraînement sur l'ensemble de la ville. Par ailleurs, je vois qu'André Marcon est parmi nous. Je pense également que le mode de gestion du centre commercial est un mode de gestion intéressant pour les commerces de centre-ville. Voilà, parce que ce mode de gestion donc d'un centre commercial, ce sont des chartes, ce sont des engagements des commerçants qui sont dans ces centres commerciaux. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez parlé de locomotive, c'est comme ça que vous le vivez, et avec des fonctions qui sont plus poreuses par rapport à leur environnement et par rapport aux commerces indépendants qui font le centre-ville. Voilà, je crois que la tendance, effectivement, est très claire. L'étalement urbain fait partie du passé.
Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des projets qui sont en cours de développement en France, de centres commerciaux, ils sont urbains, ils sont centraux, ils sont verticaux, ils sont multifonctionnels. Par un mauvais jeu de mots, je dirais que le centre commercial de demain sera de moins en moins commercial. Quand on dit multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il accueille d'autres activités Tout à fait, il accueille des commerces, mais il accueille également du loisir, il accueille des services, des bureaux, du coworking, puisque c'est également une fonction qui se développe beaucoup, et des logements. Donc il est de plus en plus poreux par rapport à son environnement. Le centre commercial, la boîte à chaussures, entre guillemets, au milieu d'un océan de parking, c'est la vision des années 70-80, c'est certainement pas la vision des années 2010-2020. Et alors justement, dans ce rôle de locomotive, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voyez comme tendance par rapport au commerce de centre-ville et par rapport à cette qualité qu'on évoquait ce matin? Est-ce qu'il s'agit de monter en gamme aussi, de tirer vers le haut le commerce de centre-ville? Je crois surtout que de façon pratique, ces équipements permettent d'attirer en centre-ville des locomotives commerciales. On en a quelques exemples d'ailleurs ici sur Seine. Alors on n'est pas tout à fait dans la Savoie, mais dans la Haute-Savoie. Je pense au centre Clos-Courrier à Annecy, au centre qui s'est développé dans votre ville, Madame le maire. Un projet qui est en cours actuellement à Blois par l'un de nos adhérents, qui est un projet de cœur de ville. Un projet intéressant d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'un adhérent qui était plutôt spécialisé sur les parcs d'activités périphériques et qui aujourd'hui recentre son activité sur le centre-ville. Je pense qu'il a senti le vent tourner à la fois politiquement et économiquement. Donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir accueillir ces locomotives, la Fnac, Zara, H&M, qui sont indispensables pour attirer loin et profiter à l'ensemble des commerces du centre-ville. Mais également la nécessité par rapport au coût du foncier, par rapport aussi aux charges qui sont les vôtres, de libérer. Alors, tout à l'heure, la secrétaire d'État nous évoquait des propositions qui sont faites, mais vous aussi, vous en avez par rapport à cette dynamisation du commerce de centre-ville à partir des centres commerciaux et au-delà. Oui, alors on a porté quelques propositions très, très concrètes, très pragmatiques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lamentations, il y a beaucoup d'incantations sur les problèmes du commerce en centre-ville qu'on ne nie pas, même si en France on a souvent le défaut de montrer les mauvais exemples et pas forcément les bons exemples, parce que je pense qu'il y a des villes qui s'en sortent bien parce qu'il y a une volonté politique forte, parce qu'il y a des opérateurs privés qui s'y intéressent. Mais parmi les propositions que nous avons faites, effectivement, il y a une assez originale, je crois, qui a reçu un bon accueil à la fois des sénateurs et des députés, dont on pourra rediscuter, je pense, dans le cadre du projet de loi de finances, qui est la création de micro-foncières locales. Alors, dites-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'encourager des investisseurs locaux Tout à fait, parce que, bon, une fois de plus, on peut faire beaucoup de diagnostics, il le faut le faire, on doit faire de l'ingénierie, mais s'il n'y a pas de commerçants pour occuper les locaux, Madame le maire en parlait, avec des solutions originales, et si par ailleurs il n'y a pas d'investisseurs pour acheter ces locaux, ben, malheureusement il ne se passera rien, et dans 10 ans, on sera toujours en train d'en parler. Donc on a fait cette proposition en partant du principe qu'il existe dans ces villes de région, je suis moi-même originaire d'une ville de région, un écosystème, ce n'est pas péjoratif, de notables locaux, le chirurgien, l'avocat, le notaire, qui ont de l'épargne disponible, qui aujourd'hui l'investissent dans différents supports, SCPI, oui, de Pinel, faire ce qu'on a fait autres. Pour le locatif. Absolument, tout à fait. Et donc créer un statut très réglementé, très encadré, bien entendu, en termes géographiques, qui s'inscrit dans le cadre des périmètres qui seront définis, très encadré en termes de loyer également, pour éviter une spéculation, mais sachant que ces personnes sont souvent attachées à ces villes pour des raisons, je dirais, historiques, ils en sont originaires souvent, pour des raisons économiques aussi, leur activité est au centre de ces villes. Et donc, si ces micro-foncières se créent avec à la clé, parce que ce ne sont pas uniquement des philanthropes, un avantage fiscal, on est certain qu'on peut mobiliser beaucoup d'épargne, et de l'épargne qui va s'investir dans l'immobilier de proximité, parce qu'on sait très bien que dans l'immobilier, c'est toujours plus intéressant d'investir près de chez soi que loin de chez soi. Voilà une proposition. Nous continuons le tour de table avec Bruno Gastine. Alors, vous êtes le président de la CCI de Savoie. Et ce matin, on avait avec nous Bernadette Laclais qui évoquait ce qui a pu être fait à Chambéry. Et vous m'en avez dit du bien d'ailleurs en disant mais ce qu'il faut, c'est qu'on rentre dans ces dispositifs et que les chambres de commerce aussi soient mieux connues dans la phase de diagnostic du territoire. Alors d'abord, je suis très heureux d'être à côté de vous, Madame le maire, parce que vous avez 3 vallées à Saint-Brieuc et nous, on a les 3 vallées en Savoie. Donc franchement, c'est un vrai plaisir d'être à côté de vous.
Pour répondre à votre question sur le diagnostic, effectivement, c'est la première étape. C'est la première étape, elle est absolument incontournable parce que on ne peut pas démarrer une action de revitalisation avant d'avoir fait un diagnostic très précis. C'est ce qu'on a fait, en l'occurrence, sur la ville de Chambéry. On l'a fait aussi dans d'autres villes de Savoie. Alors, ce diagnostic, il est important. Les CCI disposent d'un certain nombre d'outils pour le faire, de nombreuses compétences également pour le faire. Il est important de le faire à travers des enquêtes de terrain, qui sont des enquêtes auprès des consommateurs, pour savoir quel est leur pouvoir d'achat. Parfois, on se trompe sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Là aussi, il y a des stéréotypes. Il y a des stéréotypes parce que les acheteurs ne viennent pas toujours de la ville dans laquelle on se trouve. Et souvent, les zones de chalandise sont beaucoup plus étendues que ce que l'on croit. Donc, des enquêtes consommateurs, c'est important pour savoir leur provenance, leur pouvoir d'achat, la façon dont ils accèdent au centre-ville. Les enquêtes auprès des commerçants sont également très importantes pour savoir quelle est leur plage d'ouverture. C'est un sujet, bien sûr, essentiel. Pour connaître leur pyramide des âges. Il y a des problèmes de transmission dans certains centres-villes qui doivent être bien diagnostiqués et bien traités ensuite. Pour connaître ce que j'appelle leur présence web. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais on s'est aperçu, par exemple à Chambéry, que 60% des commerçants de centre-ville n'ont pas de site Internet. 35% d'entre eux n'ont aucune présence web sur aucun réseau social. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à faire. Donc ces enquêtes commerçants sont également très importantes. Ensuite, l'analyse de l'offre commerciale est essentielle dans ce diagnostic. Quel est le type de commerce dont nous disposons ? La vacance commerciale doit être analysée finement par rue, par quartier. La présence de ces fameuses locomotives qui ont été évoquées. C'est essentiel d'avoir des locomotives commerciales dans un centre-ville. Et puis, l'organisation des surfaces commerciales. Quelle est leur taille ? Est-ce que leur taille est viable ou pas ? Etc. Et puis enfin, l'analyse des parcours marchands, pour terminer ce diagnostic. Les parcours marchands, la commercialité, ce sont des éléments de diagnostic très importants également. Les problèmes de circulation, de stationnement, de mobilité, comment on accède, et les questions d'animation commerciale. Donc vous voyez, c'est un diagnostic complet qu'il faut faire. Et les différences de perception sont très importantes. Et là, c'est la première étape donc d'une action de dynamisation, de revitalisation. Et là, il y a des données qui sont celles des chambres de commerce qui vous disent qu'il faut mobiliser. Il ne faut pas hésiter à les mobiliser. Et puis ensuite, après, il y a les problèmes de gouvernance. Alors la gouvernance vient juste après, parce qu'après le diagnostic vient l'action. Et l'action, ça a été dit ce matin, doit être pleinement collaborative pour qu'elle réussisse. Donc c'est forcément une gouvernance systémique, dans laquelle on va associer un maximum de parties prenantes, la ville, l'agglo, l'union commerciale ou les unions commerciales, il peut y en avoir plusieurs, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier et de l'artisanat, et moi je rajoute de façon un peu originale, mais l'office de tourisme. Parce qu'il a un rôle à jouer également, on va le voir après. Donc la gouvernance est importante, et le pilotage. Le pilotage doit être unique. On en a parlé également aujourd'hui. Le manager de centre-ville, on en parlera certainement, joue un rôle essentiel. On en a une présente que je salue. Bien entendu, le manager de centre-ville joue un rôle essentiel parce que le pilotage doit être unique et où le directeur de projet pour cœur de ville vont jouer un rôle essentiel, bien sûr, dans cette gouvernance. Alors, le pilotage, après le diagnostic, et puis cette approche multidimensionnelle qui n'est pas seulement de travailler sur le commerce, mais de donner les conditions favorables à son développement. Alors, l'approche multidimensionnelle, c'est un grand mot, mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'attaquer à tous les leviers de revitalisation qu'on peut identifier. Ils sont très nombreux et ça vaut la peine de les lister. Le premier levier, bien entendu, ça ne plaît pas toujours aux commerçants que je représente, mais le premier levier, c'est le renouvellement de l'offre commerciale, l'offre des commerçants eux-mêmes. Ils doivent questionner leur offre en permanence pour l'adapter aux attentes des clients. Ces attentes évoluent. Il y a des attentes en matière d'accueil du client, de personnalisation de cet accueil, en matière de digital, je l'évoquais tout à l'heure, mais souvent les commerçants sont malheureusement très en retard, notamment les commerçants de proximité. Des attentes en niveau de gamme, on peut avoir parfois des défauts de gamme, des écarts de gamme entre ce qui est offert et ce qui est entendu par les consommateurs. Donc le renouvellement de l'offre en permanence. Deuxième élément de cet aspect multidimensionnel, c'est l'analyse des mesures fortes contre la vacance commerciale. On a parlé de pépinière commerciale tout à l'heure, c'est un point très important. Les mesures foncières doivent venir compléter
l'arsenal de lutte contre la vacance commerciale pour permettre des préemptions, des remembrements, etc. Alors ça, c'est le foncier, c'est très important. Et puis ensuite, il y a aussi toutes les actions que portent les villes et leurs intercommunalités sur l'aménagement de l'espace public. Alors l'aménagement de l'espace public, c'est important pour les parcours marchands. Les parcours marchands doivent être soignés pour qu'ils soient les plus complets et les plus longs possibles. Il faut garder le consommateur dans l'espace de consommation. Il ne faut pas le perdre. Donc il faut une bonne signalétique, effectivement. C'est déjà au sens propre de ne pas le perdre. Il faut également une circulation qui soit apaisée. Il ne s'agit pas d'interdire toute forme de circulation, mais elle doit être apaisée pour être compatible avec un parcours marchand agréable. Il faut des équipements urbains, bien sûr, de qualité. Et très important, ça a été dit aussi, penser à valoriser son patrimoine. C'est essentiel pour un parcours marchand de qualité apprécié. Et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de l'Office du tourisme aussi qui doit être dans la boucle. Alors l'Office du tourisme, il est dans la boucle pour la valorisation du patrimoine, mais surtout pour le cadencement des événements. Souvent, les villes ne pensent pas à bien cadencer leurs événements, et là, le rôle de l'Office du tourisme est absolument essentiel. Il s'agit de cadencer les événements pour une bonne fréquentation, pour qu'elle soit bien répartie dans l'année, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'on a quand même des saisonnalités assez fortes, notamment en Savoie, avec des hivers qui peuvent être rudes. Et pourtant, il faut bien cadencer les événements, que ce soit des événements commerciaux, des animations commerciales, des événements sportifs, des événements artistiques, des événements culturels. Tous ces événements doivent être bien cadencés pour maintenir une bonne fréquentation sur nos centres-villes. Et puis enfin, il faut une politique de mobilité et de stationnement qui soit adaptée, aussi bien en volume qu'en prix. Et là aussi, on a découvert dans nos enquêtes quelque chose de très intéressant, c'est que le consommateur, il est prêt à payer son stationnement, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, il faut pas... On s'imagine qu'il n'est pas prêt à payer parce que quand il va dans les grands centres... Sujet d'actualité, mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en première intention, on se dit pourquoi il paierait alors que quand il va en périphérie, dans les grands centres commerciaux, il ne paye pas. En fait, ce n'est pas exact. Comme il a un intérêt particulier à venir en centre-ville et qu'il le manifeste, il le dit clairement, il est prêt à payer. Mais il est prêt à payer le juste prix. Donc c'est ça qu'il faut bien dimensionner et il faut apprécier très finement la tarification de sa politique de stationnement. Voilà, donc tous les ingrédients pour réussir une politique commerciale vue par le président de la CCI de Savoie. Vous évoquiez le rôle, on peut dire nouveau encore, des managers de centre-ville. Amandine Billy, vous êtes manager de centre-ville à Blois, après avoir été à Montauban. Et tout à l'heure, je donnais la parole au président du centre des centres commerciaux. Et il me dit, moi, je travaille sur l'espace du centre de Blois comme si c'était un centre commercial à ciel ouvert. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite juste pour saluer donc Monsieur Robillard, conseiller municipal délégué au programme Action Cœur de Ville, ainsi que notre chef de projet Action Cœur de Ville, puisque c'est un travail. Parlez bien dans le micro. Puisque c'est un travail vraiment qui se fait en collaboration avec les élus et les services. Donc effectivement, en fin de compte, le rôle des managers centre-ville est apparu il y a une dizaine d'années. Donc ça s'est inspiré notamment des pays anglo-saxons pour ensuite arriver en France, notamment au sud de la France, plus précisément. Donc en fin de compte, Marc Gricourt, donc maire de Blois, a souhaité le recrutement d'un manager centre-ville en septembre dernier. Et la première mission qui m'a été confiée a été d'élaborer une feuille de route du développement commercial de Blois, qui justement reprend, et j'en suis ravie, l'ensemble de votre discours, monsieur. Donc voilà, donc les ingrédients de la bonne recette, ils peuvent s'appliquer. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que l'objectif premier est de créer une synergie entre tous les différents acteurs liés au commerce et l'artisanat sur le territoire au niveau local. Alors une feuille de route signée en avril dernier avec le maire de Blois, le président de la CCI et le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors le maire de Blois, également donc le président de la CCI, président de la CMA, présidente de l'Office de tourisme, président de la BGE ISMER, président également d'Initiative Loire-et-Cher, présidente des vitrines de Blois, donc l'association des commerçants, et présidente d'une autre association de commerçants rattachée au centre-ville. Donc un partenariat avec tous les acteurs concernés. Et vous aussi, vous avez commencé par un observatoire du commerce. Tout à fait. Donc en fin de compte, la feuille de route travaille sur 4 axes. Donc le premier axe, effectivement, c'est l'observatoire du commerce, puisqu'on part du principe qu'il va être difficile d'établir des actions sans savoir d'où on part.
Et donc, une dizaine d'actions a été regroupée sous ce volet. Donc, ça passe par différents outils que je vais balayer très rapidement. Non, mais par exemple, il y en a un qui peut intéresser les participants de notre rencontre. C'est aussi le comptage des flux piétonniers, par exemple. Justement. Oui. Donc, en fin de compte, donc on va mettre en place des compteurs piétons dans le centre-ville. Alors, le comptage des flux piétonniers est à la fois bénéfique, bien entendu, pour le volet commercial, mais également pour tout le volet touristique, culturel, même pour les associations de commerçants et pour les commerçants eux-mêmes, ça va nous permettre de comprendre comment les flux s'organisent sur le centre-ville. Cela va nous permettre également de mettre en avant certains arguments lorsque nous sommes en discussion avec des développeurs d'enseignes ou même avec des commerçants et artisans indépendants afin de consolider leur prévisionnel en collaboration avec les collègues de la CCI. Cela va permettre également de pouvoir conforter l'association des commerçants lorsqu'ils mettent en place des actions. Est-ce que cela vaut le coup de continuer? Est-ce qu'il vaut mieux modifier cette action l'année prochaine? Et cela permet également, sur le volet touristique, de pouvoir apporter des données concrètes en termes de flux rue par rue, quasiment presque commerce par commerce, pour les commerçants afin qu'ils anticipent à chaque fois leur activité. Un des piliers de votre projet, c'est ce centre commercial à ciel ouvert. C'est que vous reprenez ce qui fait la particularité d'un centre commercial, c'est-à-dire l'engagement des commerçants qui sont à l'intérieur, le projet partagé, mais ça, vous le proposez à des commerçants indépendants. Oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, Monsieur le maire a souhaité mettre en place des conférences citoyennes Saint-Vincent, donc à l'intérieur duquel plusieurs associations locales sont présentes, ainsi que des habitants, des élus, des commerçants, les représentants des chambres consulaires. Et donc le projet, en fin de compte, est co-construit. C'est vraiment sur base participative que se fait ce projet commercial, donc avec un promoteur ainsi qu'une SEM. Et donc tous les volets sont abordés, des espaces publics aux aménagements végétaux, à l'aspect loisir, à l'aspect commercial également. Quel rôle a-t-on besoin de donner à cet espace en complémentarité de l'offre commerciale existante? Et le premier enjeu, effectivement, c'est de pouvoir créer une synergie avec les commerçants existants, c'est-à-dire à savoir, alors que ce soit les franchisés ou les indépendants sans enseigne, afin qu'ils puissent s'approprier les lieux et y comprendre également l'atout et l'opportunité d'avoir aussi des plus grandes cellules dans le centre-ville, puisqu'on sait très bien que, comme le soulignait tout à l'heure Monsieur Turing, que ces espaces-là vont être bénéfiques également dans les flux sur les commerçants indépendants qui sont quelques rues plus loin, puisqu'on va limiter le taux d'évasion à l'extérieur de la ville. Et puis vous évoquiez tout à l'heure le rôle de l'association de commerçants, et là c'est pour l'événementiel par le biais d'une association que vous avez baptisée les Vitrines de Blois. Alors, donc effectivement, on s'est rapproché de la Fédération nationale des centres-villes. Donc les Vitrines de France, c'est une fédération qui rassemble plus de 300 associations. Et donc lorsque nous avons perdu une association qui était existante l'année dernière, nous avons essayé de recréer une synergie avec un groupe de commerçants qui souhaitaient s'y impliquer. Et on les a mis en lien donc avec cette fédération, dont je pense le président est présent, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, là-bas, que je salue. Et donc, cette équipe de commerçants a été accompagnée par cette fédération afin d'expliquer sur un ton neutre, parce que c'est toujours délicat lorsqu'on on représente la municipalité. Donc c'est bien aussi de pouvoir tourner un groupe de commerçants vers des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ces profils et qui ont un retour d'expérience très très large du fait que l'association existe depuis longtemps et avec un retour constant des différents présidents d'associations de commerçants partout en France. Donc les Vitrines de Blois portent ce nom du fait que la nouvelle association adhère à ce réseau, comme les villes de Tours et Orléans, villes à proximité de Blois. Voilà, donc les composantes de ce plan de management de centre-ville avec un manager. Tous, vous avez évoqué la question du foncier, et je me tourne vers Gilles Gall, qui est le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie. On a évoqué déjà ce matin la Normandie et son architecture de la reconstruction avec des cases commerciales pas toujours adaptées d'ailleurs, mais vous faites partie aujourd'hui des 10 EPF et avez eu en Normandie une expérience toute particulière sur le foncier
dans le domaine du commerce, pas uniquement sur les villes moyennes d'ailleurs, hein, beaucoup de choses sur des centres-bourgs, mais une intervention sur du micro-foncier, de la restructuration urbaine. Bien, oui, effectivement. D'abord, bon, juste un mot pour préciser l'action des EPF. Bon, les EPF accompagnent les collectivités dans leur stratégie foncière pour acquérir, étudier, porter, transformer le foncier et le remettre à disposition des collectivités dans un cadre conventionnel. Alors, nous avons la chance, nous, d'être le plus ancien EPF d'État, puisque nous fêtons cette année nos 50 ans, ce qui nous conduit à avoir un partenariat ancré depuis longtemps avec la plupart des collectivités normandes. Et nous allons être signataires, c'est la volonté de notre président, le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, de signer l'ensemble des conventions cadres qui seront d'Action Cœur de Ville. Alors, bien sûr, le commerce, de façon assez... Ça ne vous étonnera pas, il n'y a pas une seule commission, un seul conseil d'administration à travers lequel cette problématique n'est pas abordée en nous interrogeant sur quelles réponses et quelles solutions on peut apporter pour aider les collectivités, puisque la problématique se retrouve à toutes les échelles, de la métropole au plus petit bourg. Et donc, nous avons, depuis plusieurs années, expérimenté plusieurs démarches pour travailler plutôt que sur le contenu, surtout sur le contenant. Alors, je peux citer par exemple une étude d'attractivité globale sur le territoire de la ville de Domfront, qui est une petite ville. Alors, je ne sais pas, elle n'est pas moyenne, mais elle est sans doute... Mais c'est aussi une ville de grande qualité qui vise effectivement, à travers cette étude, à disposer d'un diagnostic, une analyse des sites qui peuvent effectivement accueillir du commerce, et derrière, effectivement, un programme d'intervention de l'établissement sur à la fois l'espace public, mais aussi le bâti, avec de la réinstallation de commerce. La ville de Domfront historiquement est bâtie sur une petite colline, et effectivement la ville ancienne est sur la colline, et avec le développement, le plateau a eu tendance à se dépeupler. Et donc l'enjeu, c'est de ramener effectivement des commerces et des habitants sur ce plateau. Très concrètement, et donc on va permettre. Portage. Alors on va à la fois faire du portage, mais aussi intervenir sur les espaces publics, j'y reviendrai après, et aussi sur le logement. Parce que une problématique qui n'a pas été abordée jusqu'ici, c'est que s'intéresser au commerce, c'est aussi très souvent, puisque le commerce est situé en rez-de-chaussée, devoir s'intéresser au logement qui se situe dans les étages au-dessus de ces logements. On a également réalisé une étude sur une commune nouvelle. La Normandie est la championne, je crois, des communes nouvelles, avec de très nombreux regroupements, où on a cherché à identifier, à regarder aussi quelle stratégie pouvait effectivement... Enfin, quand je dis identifier les commerces vacants, et sur cette commune nouvelle, il y en avait beaucoup, identifier les locaux qui pouvaient encore accueillir des commerces, et à partir de là, avec la CCI, parce que je pense que c'était important effectivement de s'appuyer sur des professionnels du commerce, définir des éléments de programme qui vont permettre effectivement de transformer les locaux physiques. Avec une question particulière, c'est celle du dimensionnement des cases commerciales. Hein. Alors, quand on parle d'adaptation, il faut que la surface soit adaptée au commerce de 2018. Ça peut être aussi une réponse. Ce matin, monsieur le maire de Vire intervenait sur les villes de la reconstruction. Et on sait bien que quand on regarde comment les bâtiments sont physiquement construits, les rez-de-chaussée ne permettent pas d'accueillir, effectivement, compte tenu de leur taille, les enseignes locomotives, si on veut les installer, effectivement, dans les rues existantes. Donc là, ça renvoie aussi à des interventions dans ce cadre-là. Pour aller à l'essentiel et ensuite terminer là-dessus, je pourrais aussi évoquer des interventions dans le cadre des OPA, et là, sans citer effectivement l'EPF Normandie, mais en m'appuyant sur l'expérience de l'EPF PACA, l'opération de l'OPA à Grasse, qui, en retravaillant sur un certain nombre d'îlots en particulier, va permettre effectivement la réalisation de 11 000 mètres carrés de commerce au centre-ville de Grasse. Alors, merci Gilles Gall. Je pense que ça va susciter des questions de nos participants, mais on va terminer le tour de table avec Patrick Vignal. Alors, ce matin, Bernadette Laclé, qui vous a précédé à la présidence de Centre-Ville en Mouvement, nous expliquait
comment justement on crée cette dynamique. Mais aujourd'hui, vous voyez toute cette dimension multiple des actions qu'il faut mener, mais vous voulez aller plus loin. Et vous dites on a aussi des projets d'expérimentation sur des territoires. Et je vous propose qu'on aille peut-être directement sur cette problématique d'expérimentation pour avoir le temps du débat avec les participants de notre rencontre. Bon, moi, je suis ravi qu'on parle des centres-villes. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Il serait temps qu'on les mette en marche. C'est déjà ça. Les gouvernements précédents ont fait preuve de lâcheté. Moi, je voudrais saluer. On a enfin un ministre qui a les pieds dans le rural et un pied, ça s'appelle en même temps, dans la ville. On a la chance d'avoir des partenaires, Action Logement, la Caisse des dépôts. Je pense qu'en fait, le vrai débat aujourd'hui, est-ce que les centres-villes, les centres-bourgs sont des vrais projets de société? On ne parle jamais du client, du commerçant. Moi, je veux bien qu'on parle du commerce, mais le commerce, ce n'est pas la partie la plus importante. La partie importante, c'est le logement. On a 1 million de logements à trouver. 300 000 logements sont en-dessus des commerçants qui avant habitaient dans le commerce, qui n'y habitent plus. On a les professions libérales. Quand vous faites partir des avocats, des notaires, des médecins, des infirmiers, vous videz le centre-ville. Donc l'État a une responsabilité. Ne plus sortir les services de la ville. Préfecture, sous-préfecture, EHPAD, commissariat. Les mairies, les agglomérations. Quand vous avez des agglomérations qui sortent le siège de la ville, c'est une perte. Donc, si vous voulez, il y a un vrai débat à avoir sur qu'est-ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a des gens qui paient la facture territoriale sur la fracture territoriale. Et pour moi, le centre-ville, ce n'est pas un centre commercial à ciel ouvert. Le centre-ville, le centre-bourg, c'est un lieu de vie. Les gens qui consomment le centre-ville, ils ne vont pas faire comme les courses supermarchés. 73% des seniors viennent au centre-ville. C'est des lieux où on flâne, c'est des lieux où on échange, notre jeunesse aussi. Donc, si vous voulez, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir et de redonner, je le dis parce que je l'ai voté et je le regrette, du pouvoir aux maires. Parce qu'aujourd'hui, on a les maires, le PCI, le département, la région. Il faut qu'on donne aux maires des moyens de soutenir. Donc là, Jacques Mézard, un plan de 5 milliards, c'est pas rien. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de contractualiser les mairies, les EPCI, les départements, les régions, l'Europe. Il y a des fonds européens à aller chercher. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est en fait de poser le vrai débat. Et le vrai débat, désolé, cher ami, que j'ai reçu mercredi, c'est une réflexion sur les centres commerciaux quand même. En 2018, on a voté 1 million de mètres carrés supplémentaires. Je n'ai rien contre les centres commerciaux, j'en ai plus contre Amazon et Alibaba qui ne payent pas d'impôts, même si, Madame la Ministre, je compte sur votre énergie pour leur faire payer. J'ai envie de soutenir les commerçants, les artisans qui ont fait 40 ans, qui au bout de 40 ans ont une petite retraite et qui, eux, sont en fiscalité pleine. Donc le vrai débat, c'est comment on va organiser nos centres-villes et nos centres-bourgs. Oui, Madame le maire, il n'y a pas de petites villes, il y a des citoyens, il y a des habitants et que sur n'importe quel territoire, ils doivent être servis de la même façon. Voilà. Alors c'est pour ça que vous souhaitiez aller plus loin en termes d'expérimentation aussi, puisque c'est aussi le but de votre mouvement que d'innover avec des partenariats, région Hauts-de-France en particulier. Alors oui, c'est vrai que j'ai rencontré Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé, et Carole Delga, et tous les deux, ils m'ont vu puisqu'on a visité 90 villes et on a envoyé à chaque mairie un carnet de santé de la ville. Parce que franchement, il y a plein de maires qui se battent pour leur centre-ville. Et il faut vraiment les accompagner. On a d'excellents retours. Et donc avec Xavier Bertrand et Carole Delga, on va décliner la ville solidaire, avec Laurent Grand-Guillaume, qui est un ancien député de Besançon, c'est territoire zéro chômage longue durée. Il y a des gens qui aujourd'hui aimeraient retrouver l'emploi. On a des commerçants, parce que je suis moi-même chef d'entreprise, c'est compliqué les commerçants pour les réunir le soir. Vous parliez, cher monsieur, des sites internet. Nous avons la chance, avec ce territoire zéro chômage longue durée, de mettre des gens à disposition ou des unions commerciales, ou des centres-villes, ou du diplôme de développeur de centre-ville. On va passer de manager à développeur, parce qu'un développeur, c'est un urbaniste, c'est un chef d'équipe d'une mairie, c'est un fiscaliste, c'est un sociologue. On fait une formation avec l'association qui démarre en septembre à Caen. Et donc, si vous voulez, territoire zéro chômage longue durée, c'est de mettre des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui soient volontaires, qui viennent aider les commerçants, qui viennent aider les artisans. J'ai des exemples précis. Un cordonnier dans une ville du Sud, il ne trouve pas. Eh bien, un apprenti, un jeune de rouiller au bas de l'immeuble viennent aider. Et ça, la région pourrait payer la formation. Puis après, on en a échangé avec Jean Mézard, inventons un territoire financier solidaire.
Dans les villes, dans certaines villes, il y a des endroits où il faut reconquérir et la République et reconquérir le territoire. Et la vie, c'est la fiscalité. Le jour où vous êtes capable de lisser une fiscalité particulière sur un territoire, et non pas sur 2 ans, mais peut-être 6 ans, 9 ans, 12 ans, vous aurez l'EPF qui viendra, vous aurez les bailleurs privés, vous avez les bailleurs sociaux, et cette fiscalité qui est un manque à gagner pour la ville, on peut la lisser ou sur la métropole ou sur le département, et ça devient indolore. Donc c'est quelques marqueurs qui me paraissent importants. Voilà, beaucoup d'innovations, de propositions. Et j'imagine des questions, des réactions. Déjà une main qui se lève et le micro qui va venir jusqu'à vous. C'est de ce côté pour commencer. Voilà, faites signe déjà et ensuite ici, monsieur. Je n'oublie pas la mezzanine. Voilà, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France. Je me permets de faire cette intervention suite donc au titre réussir son opération de revitalisation du territoire. Quels outils pour revitaliser le commerce de centre-ville? Je pense sincèrement que les marchés sont un atout indispensable à la revitalisation des centres-villes, à la revitalisation du commerce de centre-ville. Et j'ai le sentiment que lors de tous nos débats, tout ce que j'ai entendu, on les a peut-être un tout petit peu oubliés. Donc, je voudrais réellement pouvoir affirmer ce rôle indispensable que le commerce ambulant a joué dans cette dynamique. Une ville qui n'a pas de marché, c'est une ville qui est morte parce qu'il n'y a plus de lien avec le commerce sédentaire et que s'il y a vraiment cette union entre les deux activités sédentaires et non sédentaires, eh bien, on aura énormément d'avantages et d'atouts pour nos commerces. Il y a beaucoup qui devait être dit. Voilà. Merci madame, on va passer le micro de ce côté. Malheureusement, le temps nous est compté, c'est pour ça que je vous demande d'être concis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Francis Palombi, je suis le président de la Confédération des commerçants de France, une dame qui est née en 1906 et qui continue bon train à rassembler des fédérations professionnelles, dont l'une des plus grandes, celle des marchés de France, de madame Rubin. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas une question que je vais vous poser, c'est simplement une recommandation, c'est beaucoup dire, mais surtout informer, informer les maires qui sont ici présents dans cette salle, les acteurs politiques, les acteurs à tous les niveaux et les chefs d'entreprise que dans le cadre de la loi Elan, et je remercie le ministère, je remercie la CGET, la CGE, tous les acteurs qui contribuent à cette action. Oui, dans la loi Elan, la Confédération des commerçants de France a proposé un amendement. Un amendement qui repose sur la naissance, l'utilisation des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, que votre collaborateur a évoqué ce matin. Également, donc la société coopérative d'intérêt collectif, c'est un outil. C'est un outil qui est à votre disposition. Cet outil, il est rentré dans l'article 54 de la loi Elan. Je ne vais pas m'étendre sur le côté technique. Cet outil, c'est un moyen de vous constituer d'un fort contenant afin de mettre en action à tout instant tous les grands projets que vous venez d'évoquer, que nous avons évoqués. J'associe la CCI. J'associe la CCI parce qu'elle a beaucoup travaillé. Je suis allé chercher un exemple, un outil au Québec, une grande rencontre au Québec. Et 2 ans après, le président Macron, maintenant président, alors ministre, avait prêté attention. Et de ce projet Société de développement commercial au Canada, nous en avons fait, avec une recherche à l'appui, des SIC. Alors, je vous invite, madame et monsieur les maires, à nous contacter si vous le souhaitez. J'ai constitué un plan d'action avec des acteurs, avec des prestataires, notamment les SCOP, qui sont quand même les acteurs, les sociétés coopératives, qui sont vraiment les acteurs pour mettre en place ce projet. Alliance Économie, avec qui je me suis rapproché. Et ce que nous allons mettre en place, ce que nous proposons, bien sûr,
on propose et vous disposez, eh bien, c'est la mise en place d'un plan numérique. On ne peut pas passer à côté. Alors on y viendra tout à l'heure dans un autre débat. On retient voilà. votre message. Voilà. Donc, et merci de votre attention. Nous sommes à votre entière disposition pour travailler avec vous, construire l'avenir. Et bravo à toutes et à tous de faire ce que vous faites. Et notamment un satisfecit à toutes ces unions commerciales qui se battent, mais seulement des unions commerciales, seulement des associations de commerçants. L'outil n'est plus suffisant. Merci Monsieur de votre votre Président. attention. Puisque le micro est là, Madame, juste derrière, va le prendre avant qu'il aille sur la mezzanine. Oui, Madame Dartancet, donc vice-présidente agglomération du Grand Périgueux. Voilà, je voudrais simplement dire que la revitalisation des centres-villes, c'est aussi le pouvoir d'achat, c'est directement lié. Et donc, comme le disait le président d'Action Logement ce matin, c'est le retour des salariés en centre-ville. Pour cela, je voudrais saluer le président de l'agglomération du Grand Périgueux qui va de nouveau faire revenir le siège, construire le siège du Grand Périgueux et notamment d'autres services du département en plein cœur de ville. Dire également que, puisque j'ai un président de chambre de commerce en face de moi, il y a 8 ans, les chambres de commerce en Dordogne ont fusionné et sont parties à l'extérieur du centre-ville. C'est 300 salariés qui n'ont plus consommé en centre-ville. Mais en même temps, je voudrais dire, Monsieur le Président, que les chambres de commerce actuellement, c'est un vrai maillage territorial qui offre des emplois et des services avec un très très bon rapport qualité-prix et qu'actuellement elles sont en danger parce qu'elles sont extrêmement ponctionnées par l'État et que j'espère donc que les présidents de chambres de commerce, et nous allons avoir Pierre Goguet tout à l'heure, défendront cela parce que c'est extrêmement important. Et dire également que l'État est actionnaire des magasins Orange qui sont actuellement en train de partir à l'extérieur des centres-villes. Donc je voudrais saluer Action Cœur de Ville, mais dire qu'il y a des choses également que l'État peut peut-être corriger. Voilà. Merci. Merci. Beaucoup. Monsieur, c'est à vous. Alors Jean-Michel Lallaire, je suis maire d'une commune d'environ 15 000 habitants, Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et donc, je voudrais dans un premier temps dire à M. Vignal que j'approuve ses propos, que je soutiens, et puis revenir sur les propos tenus par M. Turing, qui a fait la promotion des centres commerciaux. Alors, effectivement, si vous avez en centre-ville la possibilité d'avoir un centre commercial avec 200 ou 300 places de parking, peut-être qu'à ce moment-là, le centre commercial est une véritable locomotive. Mais par contre, dans une commune comme la nôtre, où nous avions un équilibre commercial, un des centres commerciaux a voulu se déplacer et se rapprocher d'un autre centre commercial pour le concurrencer. La commission départementale s'y est opposée. Mais la commission nationale a donné son accord alors qu'ils ne connaissent absolument pas la ville, ils ne connaissent pas le contexte commercial de la ville et est passé outre l'avis du maire et de tous les élus du département. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de ce témoignage. D'autres prises de parole de ce côté, s'il vous plaît, en haut. Et pendant que le micro va jusqu'en haut, vous vouliez apporter un point supplémentaire ? Oui, Christophe Besson-Léo de l'Alliance Sens et Économie. J'ai trouvé que les grands absents de la revitalisation des territoires, c'était, et vous avez parlé d'espace de vie, merci, ce n'est pas que le commerce, c'est tous les acteurs qui sont capables de créer du flux en centre-ville. Donc on a effectivement les commerces, on a effectivement aussi les entreprises, on a aussi tout le milieu associatif. On n'en a pas dit un mot depuis ce matin. Tous les acteurs. En l'occurrence, c'est la première rencontre. J'entends et on bien, a choisi de cibler c'est très sur intéressant. le commerce et l'artisanat. Après, je pense qu'il y aura d'autres rencontres nationales et effectivement d'autres dimensions seront abordées. À vous, monsieur. Merci. Oui, merci infiniment. Donc, je suis Jacques Péchineau, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Dol dans le Jura. Donc, je voulais d'abord féliciter et remercier l'ensemble des intervenants parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont tous une part de vérité, et plus précisément M. Vignal pour les propos qu'il vient de tenir. Je me permets d'insister également sur un point qui n'est jamais évoqué, c'est les commerçants. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on crée de nouvelles cellules, on y voit venir des nouveaux artisans, des nouveaux commerçants. Ce sont des gens qui sont pleins de foi en leur métier, pleins de talent, pleins de savoir-faire. Mais il faut savoir que quand ils se lancent, ils ne gagnent pas 3,50 € de l'heure. Et ça, si on ne résout pas
ce problème-là, malgré toutes les aides qu'on pourra apporter, malgré tous les soutiens qu'on pourra faire, ça ne pourra pas fonctionner longtemps. Depuis 4 ans, nous avons été un petit peu prémonitoires par rapport à cette action Cœur de Ville. Et nous sommes ravis d'avoir signé avec le ministre Mézard, il y a quelques jours, notre convention. Nous faisons partie donc des 10 premières villes à avoir signé. Lorsque je vous dis que nous avons commencé notre travail il y a 4 ans, ça veut dire que nous commençons à avoir des résultats. Il faut savoir qu'il y aura une inertie d'environ 2 ans, 2 ans et demi, avant d'avoir des résultats tangibles, quelles que soient les actions. Néanmoins, ce que nous constatons au niveau de l'évolution, c'est que si effectivement nous accueillons à travers les boutiques éphémères, à travers les portages locatifs, à partir du soutien financier, du soutien technique que nous apportons aux nouveaux arrivants, commerçants, artisans, entrepreneurs, ceux-ci se trouvent dans des situations économiques très difficiles, très difficiles. C'est pourquoi il faut aller sur, il me semble-t-il, 2 directions. Celle qu'a soulevé le président Vignal, à savoir apporter un vrai soutien, pardonnez-moi, un vrai soutien fiscal sur le cœur de ville. Et je n'ai pas peur de citer le mot qu'on n'ose jamais citer, c'est faire des zones franches urbaines. Il faut y arriver à ça. Ça a été soulevé par le projet sénatorial. Et ça, pour les petites villes qui ont vraiment des grosses difficultés, ce sera vraiment un signe très très fort. Un deuxième signe, et je rejoins l'intervenant précédent, il faut absolument revoir le fonctionnement des CDAC et des CNAC. On ne peut plus fonctionner comme ça. Voyez-vous, la ville de Dole, elle est au nord du Jura. Eh bien, à une demi-heure de centre-ville, nous sommes à Dijon, au cœur de ville de Dijon. À une demi-heure de route, nous sommes à Besançon. À 3/4 d'heure, nous sommes à Chalon-sur-Saône. Eh bien, en 8 ans, se sont créés plus de 200 000 m² de surface commerciale et sans aucune connexion des CDAC. Donc ça ne peut plus continuer. On a créé des grandes régions, créons de grandes commissions régionales de l'aménagement commercial. Voilà 2 aspects qui seraient importants à développer. Merci de toutes ces propositions. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Alors, il y avait une interpellation directe pour le président de Chambre de commerce. Non, je vais y répondre très rapidement, très brièvement et très rapidement. D'abord, pour vous dire, madame, que la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie est en centre-ville de Chambéry. Pour autant vous dire que c'est compliqué, parce que nous faisons beaucoup de formations, notamment de commerçants, pour les former à l'outil numérique et à la transformation numérique, et que les accès, les stationnements sont parfois difficiles. Et puis, vous remercier, madame, très sincèrement pour votre plaidoyer concernant nos ressources financières. Je le dis devant madame et monsieur le ministre, c'est un énorme problème pour nous. Nous avons subi des coupes budgétaires extrêmement sévères ces dernières années qui vont continuer. Et très concrètement, nous sommes aujourd'hui obligés de nous séparer de compétences et de ressources qui nous seraient terriblement nécessaires, notamment pour les actions de revitalisation de centre-ville et de centre-bourg. Merci madame, vous l'avez fait mieux que moi. Merci. Alors, on va avoir une deuxième table ronde, mais avant l'intervention d'André Marcon, vous savez, rapporteur pour la mission prospective de revitalisation commerciale des villes petites et moyennes. Vous comprenez que nous avons un temps contraint cet après-midi et vraiment merci aux intervenantes et intervenants de cette première table ronde.